Alors maintenant, je vais accueillir quelqu'un qui défend une idée forte. Bien vieillir, ça ne serait pas une question de chance, mais de stratégie. Il est gastro-entérologue, il est auteur de Vivez 100 ans grâce à votre microbiote chez HarperCollins. On accueille tout de suite le docteur William Bérébi. Bonjour docteur. Bonjour Agathe. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous racontez dans votre bouquin que certains centenaires garderaient un microbiote comparable à celui d'une personne de 20 ans et que bien vieillir, en fait, c'est une stratégie. Alors qu'on pourrait penser que c'est qu'une question de génétique, qu'est-ce que ça change dans notre manière d'appréhender le vieillissement? C'est une révolution, ce que vous dites. C'est une révolution, c'est un changement de paradigme. En fait, on a découvert en 2020 que les personnes centenaires ou super-centenaires avaient un microbiote de jeunes. C'est-à-dire qu'au lieu de devenir moins variés à 65-70 ans, ils gardaient le microbiote de personnes de 20 ans. Donc c'est ce qui m'a conduit à écrire ce livre. Et en fait, avant, on pensait qu'effectivement, c'était les gènes de centenaires, etc., qui permettaient de vivre longtemps. En fait, on sait qu'aujourd'hui, les gènes eux-mêmes, donc ce qu'on a dans nos chromosomes, ne vont peser que pour 10% de notre destin santé et de notre longévité. Seulement 10%. Seulement 10%. Mais ça remonte le moral, parce qu'il y a des familles qui ont, dont on se dit, tiens, les personnes meurent jeunes, et en fait, on peut inverser cette tendance grâce à l'épigénétique. Complètement. C'est-à-dire que l'épigénétique, c'est les gènes qui sont modulables, en fait. Il y a une partie des gènes modulables dans toutes les cellules, et selon l'alimentation, l'activité physique, etc., on va moduler cette partie-là, qui est l'épigénome. Il y a le génome et l'épigénome, et on va pouvoir jouer également sur, bien sûr, le microbiote intestinal pour le garder jeune. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Apparemment, ça inspire Sarah. Oui, ça m'inspire et ça inspire surtout Margot, qui a une question pour vous, docteur. Oui. J'ai une question notamment. Est-ce que le microbiote a un impact sur la peau, sur l'apparition des rides, le vieillissement? Oui, tout à fait. Alors, la peau reflète bien l'âge, d'ailleurs, d'une personne. Il y a une bonne chronologie et une bonne concordance. Alors, quand il y a un déséquilibre du microbiote, donc ce qu'on appelle une dysbiose intestinale, à ce moment-là, il y a des substances inflammatoires qui vont être fabriquées par les bactéries. Et elles vont passer dans le sang, puis dans la peau, et ça va accélérer le vieillissement. Et on a découvert récemment une bactérie dont le nom est Moraxella oslosensis. Donc elle n'est pas sympa, celle-là. Elle n'est pas sympa, elle n'est pas sympa du tout, puisqu'elle va, on l'a identifiée en 2023, elle va dans la peau et elle mange le collagène et l'élastine. Et c'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ont une peau qui vieillit très vite. Et ça vient effectivement de l'intestin. C'est incroyable quand même. Après 50 ans, docteur, est-ce qu'il y a un réflexe que vous pourriez nous conseiller d'adopter pour ne pas laisser son microbiote se fragiliser, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, plus on vieillit, plus ça se fragilise? Exactement. Alors un réflexe immédiat, c'est de faire attention aux aliments ultra transformés. Alors, expliquez-nous ce qu'est un aliment ultra transformé. Ce sont tous les aliments, en gros, industriels, de la grande distribution. Tout ce qu'on ne trouve pas dans la nature, au fond. Voilà. Alors, sauf les produits laitiers. Un yaourt, c'est un yaourt, c'est du lait. Mais sinon, les gâteaux, les bonbons, même les pains en tranches avec des additifs, tout ça, on sait que c'est un ennemi absolu du microbiote intestinal et que ça va le déséquilibrer et favoriser le diabète, l'obésité et puis les maladies neurodégénératives et d'autres maladies comme la maladie de Crohn, par exemple. Donc ça, on le sait d'une façon claire, nette et précise. Et aujourd'hui, les industriels y mettent jusqu'à 12, 13 additifs, ce qui est un véritable scandale, en fait, de santé publique. C'est un scandale. Et le sucre, et réduire le sucre, c'est ça, qui est dedans. C'est pas l'ami du microbiote, le sucre. Alors le sucre, si c'est peu, c'est-à-dire moins de 25 grammes, c'est le quota. C'est quoi 25 grammes? 25 grammes, c'est 4 gros sucres. Hein. Alors il y a une évolution sur le Nutri-Score, mais qui n'est pas suffisante. Donc j'invite tout le monde à télécharger une application et effectivement à scanner systématiquement les produits. Parce que là, vous allez voir la quantité de sucre, de gras, de graisse, mais surtout les additifs. C'est ça. Alors, s'il y a un additif ou deux sans dangerosité, ça passe. Mais des fois, il y en a 13, comme des paquets de gâteaux que j'ai identifiés récemment. Et donc ça, c'est scandaleux. Merci, docteur. Vous restez bien avec nous. On a plein de questions à vous poser. Alors, on a bien compris qu'il fallait nourrir son microbiote intelligemment. Mais il faut savoir aussi repérer les faux amis, parce qu'il y en a plein. C'est ce qu'on va voir avec Arnaud tout de suite. C'est la Happy Thérapie. C'est idéal parce que je vais rebondir sur tout ce que vous venez de dire, docteur. C'est-à-dire qu'on peut tous se faire avoir entre... Souvent, il y a des emballages hyper colorés, hyper bien faits. Après, il y a quand même aussi, nous, par moment, des mauvaises habitudes qu'on peut avoir de consommation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jeu avec le public. Je vais vous montrer à chaque fois 2 aliments et vous allez me dire, selon vous, lequel est le meilleur pour le microbiote. Et, docteur, les 2 docteurs, vous allez valider chacun votre tour la réponse.
On va commencer avec ces fruits. Alors là, on a une tranche de pastèque toute simple et une pomme. Quoi Il y a Pastèque, plus de pomme. Il y a des Alors, pommes. plus de pommes, j'ai l'impression. Docteur, Alors, oui, la pomme largement, puisque la pomme, il y a beaucoup de fibres. Vous avez 3 grammes pour 100 grammes dans une pomme. Il faut savoir que le plus important, c'est la peau. Donc, en fait, il faut prendre des pommes bio. Rouges, c'est très bien, puisqu'elles sont très riches en antioxydants. Et il faut bien les rincer. Mais il faut prendre des pommes bio, puisque vous avez 85% de pesticides en moins. Et vous avez la pectine dedans, et vous avez des antioxydants comme la quercétine. Et donc, la pomme, c'est un super aliment, en fait, pour la satiété, d'ailleurs, quand on veut perdre du poids, et puis pour le microbiote intestinal. alors deuxième fournée, on en parlait des packaging qui peuvent être un peu... Ouais. Là, on voit le pain campagnard. Donc là, il y a un pain sans gluten et un pain bio. Donc, Bio, mon chou. Bio. Pain Docteur bio, Merelli. oui. Le top, c'est le pain bio intégral, puisque c'est le blé dans sa totalité avec tous ses minéraux, ses vitamines, etc. Il faut le prendre bio, effectivement. Par contre, les pains sans gluten, alors le gluten, c'est une vraie niche de supercherie, si je puis dire. Alors, il y a les On personnes... pourrait faire une émission entière dessus. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il y a les intolérants au gluten, ça c'est à part, mais sinon, en fait, les produits avec du gluten, notamment les pains sans gluten, sont plus riches en additifs. Ils ajoutent du sucre C'est vrai. et du gras et des additifs pour rendre le goût meilleur. Donc en fait, les aliments sans gluten ne sont pas bons, en fait, pour la santé. Il y a des personnes qui n'ont pas le choix, mais globalement, ça augmente, par exemple, le risque cardiovasculaire, les produits sans gluten. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète. alors ici, là, on a une carotte, mais c'est valable pour tous les autres légumes. Le légume cru ou cuit? Alors, Cuit. Cru ou cuit? Alors, cru, effectivement. Alors, il y a un peu plus de fibres, mais surtout, ce qui va se passer quand vous cuisez un légume, c'est que les prébiotiques, c'est-à-dire le fameux carburant des bactéries, va partir dans l'eau. Alors, si vous faites une soupe, vous les gardez. Mais si vous cuisez et qu'il y a de l'eau qui est évacuée, à ce moment-là, vous allez perdre une partie. Alors, il y a une astuce pour les consommer cuits, parce que c'est mieux digéré, et garder les prébiotiques, c'est cuisson courte, croquant. Vapeur, C'est la vapeur, exactement, ou bien sous forme de soupe. Et là, vous gardez à ce moment-là Les nutriments. les prébiotiques. Ouais. Et en même temps, c'est plus facile à digérer. C'est ça. Alors là, faites gaffe, il y a un piège. Le cola 0 ou le cola normal, lequel est le moins mauvais? Si on peut poser la question comme ça. Le normal. Je pense que le normal est le moins. Les deux sont pas bons, mais bon, j'irais normal. Alors, normal. Alors, le pire des deux, c'est le 0, évidemment. Alors expliquez-nous, parce que nous, on Ouais. se dit, il y a moins de sucre, c'est super, Voilà. et tout Alors ça. ça, c'est l'une des plus grandes supercheries du moment. Puisqu'en fait, dans les light, zéro sucre, soi-disant, vous avez de la saccharine. La saccharine, en fait, vous savez d'où ça vient? C'est fabriqué à partir du goudron. Et l'astuce qu'ils ont, c'est que dans ces sodas, il y a ce produit-là, il est 300 fois plus sucrant que le sucre de table. Donc vous devenez addict au sucre et vous achetez plus de paquets de gâteaux. Et contrairement à ce qu'il a été dit ou ce qui continue à être dit parfois, en fait, les produits light augmentent le risque de diabète et d'obésité, puisqu'ils vous rendent addict au sucre. Et comme ils perturbent toute l'horloge de fonctionnement de l'insuline, eh bien, en fait, c'est diabétogène et ça entraîne l'obésité.